Bienvenue à vous, Thierry Burlot, vice-président de la région Bretagne, chargé de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité et du climat. Bonjour Florent Wilbert, le premier à rentrer en fait, directeur de l'Agence bretonne de la biodiversité. Sylvie De Toc, directrice régionale de l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Et Patrick CH, directeur adjoint de l'Adréal Bretagne. Bonjour, on est un peu loin les uns et des autres, protocole sanitaire oblige. J'espère que vous êtes bien installés. Si on demandait autour de nous de quel enjeu l'année 2020 a été emblématique, pas sûr que la biodiversité serait la première citée, encore que aux Nations Unies, un premier sommet international sur la biodiversité. À Édimbourg, des collectivités qui appellent à redoubler d'efforts. Dans les médias, des scientifiques qui lient pandémie et biodiversité. Il se passe assurément quelque chose sur ce terrain et il n'y a d'ailleurs pas besoin d'aller très loin pour s'en rendre compte. Sylvie De Toc, vous, qu'est-ce qui vous a marqué cette année en Bretagne sur ce terrain de la biodiversité ? Alors un premier élément qui m'a marqué, c'est effectivement la réouverture des plages. Ça a été dit par Philippe Mazinck tout à l'heure, mais voilà, on était enfermés, le confinement, tout le monde s'attend à repartir, profiter des espaces magnifiques bretons. Et la question se pose, mais quel impact va avoir ce déconfinement sur des espèces qui sont en train au printemps de nicher ? Et donc le Conservatoire du littoral et tous les partenaires qui travaillent sur ces espaces protégés, sensibles, on s'est tous mobilisés pour identifier les secteurs sur lesquels il y avait un risque de piétinement des nids, de ce gravelot à collier interrompu, de ces hirondelles des rivages, de ce gros gravelot. Et donc, on a mis du monde, nous, à l'OFB, une quarantaine de collègues qui ont parcouru le littoral breton avec d'autres, en synergie, pour essayer de préserver finalement la nature qui avait repris en quelque sorte ses droits sur les plages qui avaient été délaissées pendant plusieurs semaines. Donc voilà, une opération de connaissance, d'expertise et puis aussi de respect de la réglementation pour dire aux gens, mais attendez, on ouvre des plages, mais attendez, regardez là ce qui se passe. Il y a un nid d'oiseaux qui vient de s'installer, n'allez pas le déranger et on va le protéger pour que vous puissiez profiter vous aussi de la plage et demain voir des oiseaux à nouveau s'envoler sur ce secteur-là. Oui, on a vu d'ailleurs le grand public, les médias aussi s'intéresser à ces oiseaux qui n'étaient pas forcément très connus. L'année de la prise de conscience, Patrick CH, cette année 2020, sur ce sujet de la biodiversité. Je pense qu'elle s'inscrit dans un mouvement de fond qu'on a pu observer depuis déjà un an ou deux, avec les grandes prises de conscience, on va dire, sur les changements globaux planétaires. On a vu toutes les marches sur le climat, et des initiatives un peu du même type en faveur de la biodiversité. Donc ça vraiment, je crois que c'est c'est un élément marquant qui a été effectivement, comme l'indiquait Sylvie De Toc à l'instant, renforcé, mis en exergue au moment du confinement, parce que les gens, je pense qu'ils ont pu aussi réfléchir sur leur environnement proche, sur ce qu'ils voyaient, sur des choses qu'ils ne voyaient pas en temps normal et qui ressurgissaient, des bruits, des chants d'oiseaux, des choses comme ça, des circulations d'animaux facilitées par la moindre circulation des automobiles. Voilà, donc une prise de conscience à tout niveau, des citoyens, des élus. Ça a été un gros enjeu de municipal, par exemple. Voilà. Et donc au niveau de l'État, lui aussi exerce on va dire sa grande mutation pour une meilleure prise en compte de la biodiversité, avec la loi biodiversité de 2018, bien entendu, et ensuite le plan biodiversité 2018, et la traduction en Bretagne par la signature d'une trajectoire biodiversité qui est la concrétisation dans toutes les politiques publiques mises en œuvre par l'État. Et donc trajectoire biodiversité, donc un document, on va dire un document stratégique qui a été signé par les 4 préfets au mois d'avril dernier. On va voir d'ailleurs peut-être si on peut afficher les résultats du sondage que je lançais il y a un petit instant, qui va nous donner la composition du public qui nous suit à distance, voir si cette diversité d'acteurs se retrouve aussi tout simplement aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur les écrans depuis nos places assises, mais en tout cas les couleurs sont réparties quand même d'une façon assez intéressante. 28% d'associations, 23% de collectivités territoriales, 17% d'établissements publics, des entreprises aussi. Ça doit vous faire plaisir ça, Florent Wilbert, directeur de cette toute jeune agence de l'ABB. Oui, effectivement, les entreprises et puis alors les autres communautés qu'on a vues là, les collectivités, ça sont notre public.
Et alors, bon, les gravelots, on en parlait, c'est un petit peu la dimension grand public. Mais l'Agence bretonne la biodiversité, elle, s'adresse principalement au monde professionnel, donc le monde de l'environnement, tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là, mais le monde professionnel plus largement. Et c'est un petit peu finalement, la transition est parfaite, les catégories qu'on a vues là. Donc le monde professionnel, c'est les collectivités, les entreprises, les labos de recherche, les entreprises, etc. Et d'ailleurs, on s'est demandé un petit peu, quand on a fondé cette communauté de la biodiversité bretonne, mais c'est qui la biodiversité bretonne? Et donc on a fait un travail avec une équipe multi-acteurs pour sortir, pas plus tard que la semaine dernière, un aperçu des principaux acteurs de la biodiversité bretonne. Alors forcément, l'exercice est assez cornélien. Et on le détaillera tout à l'heure d'ailleurs. On détaillera effectivement, c'est l'objet d'une table ronde, mais on aperçoit donc les 127 principaux acteurs de la biodiversité sur le critère que leur activité est en lien direct avec la biodiversité. Et puis une autre dimension de ce qu'on fait par rapport au monde professionnel, ce sont des visites de terrain pour les décideurs et les décideuses. Et là, pareil, donc avec une équipe multi-acteurs pendant plusieurs mois, avec l'ABB, on a créé un cycle de visites de terrain en mode efficace et rapide pour les décideurs. Alors là, on va parler des élus, des DIRCAB, des patrons d'entreprise, des patrons de fédérations professionnelles, des préfets et de ce type de public où on va les emmener sur le terrain avec des bots pour comprendre ce que c'est finalement la biodiversité, ou pour le dire plus facilement, la nature, l'environnement au quotidien. Et donc ça devait commencer la semaine dernière. Pour des raisons sanitaires, ça commencera désormais qu'en janvier, mais la programmation est prête jusqu'à mi-2021. Thierry Burlot, je n'ai pas précisé que vous êtes président de cette toute jeune ABB, vous en êtes vice-présidente, Sylvie De Toc. Comment l'Agence bretonne de la biodiversité trouve sa place, tout son rôle dans une synergie d'acteurs qui existe déjà et dont vous êtes les représentants? Bien écoutez, je crois que la principale mission de cette Agence bretonne de la biodiversité que nous avons créée collectivement avec l'Office français de la biodiversité il y a maintenant 1 an, c'est bien de mobiliser l'ensemble des acteurs économiques, sociaux de la Bretagne autour de cette question. On voit bien qu'il y a un enjeu considérable. Il y a une prise de conscience aujourd'hui avec la crise du Covid que l'on vit, cette crise sanitaire que l'on vit. Il y a une prise de conscience de nos populations, du dérèglement climatique, des enjeux environnementaux. Et il est urgent que dans nos politiques publiques, nous puissions aujourd'hui avoir les moyens de préserver, de reconquérir cette biodiversité au service des territoires. On voit bien nos fragilités, et le président de la région le disait fort bien tout à l'heure, la Bretagne a un patrimoine naturel exceptionnel, un lien entre la terre et la mer exceptionnel, avec des richesses patrimoniales de très grande qualité qu'il nous faut préserver. C'est notre bien vivre ensemble qui est en cause, c'est la santé de nos populations qui est en cause. Donc aujourd'hui, l'objectif de l'ABB, c'est de sortir finalement d'une biodiversité extraordinaire à préserver et de faire en sorte que nos politiques publiques s'adressent à toute la biodiversité, y compris la biodiversité ordinaire, et que ce soit un vrai enjeu de mobilisation des territoires, des acteurs économiques, des acteurs associatifs qui historiquement ont fait beaucoup sur la question, et je tiens à saluer le rôle des associations environnementales qui pendant des années nous ont interpellés sur le sujet. Aujourd'hui, ce sujet, pour réussir ce challenge essentiel à la vie de nos territoires, il faut mobiliser le plus largement possible, et c'est tout l'enjeu de l'Agence bretonne, c'est de mobiliser tous les acteurs autour de ce bien commun qu'est la biodiversité. Alors mobiliser cette année, on imagine que ça n'a pas été une mince affaire. Florent Wilbert, année quand même très particulière avec ces aspects réjouissants qu'on a évoqués, mais aussi des confinements. J'imagine qu'il n'a pas été forcément très simple de se rendre visible, de se faire connaître quand on commence tout juste et qu'on se prend 2 confinements sur la tête. Oui, alors effectivement, ce n'était pas complètement évident. Cette année, l'agence s'est à la fois structurée, donc à trouver des locaux au port de Brest, et puis à recruter. Tous les mois, il y a des collaborateurs qui sont arrivés. On est 6 aujourd'hui. Et en même temps, on a lancé des actions avec les acteurs bretons. Mais bon, là, le numérique est là pour nous permettre de travailler à distance et de rester au chevet de la biodiversité quand on a besoin, quels que soient les confinements ou pas.
On va peut-être prendre un petit temps pour préciser qui fait quoi, comment les 4 acteurs que vous êtes, nous, des actions complémentaires, des synergies, mais ont aussi chacun leur rôle et leur périmètre. Et il y a un terrain sur lequel vos 4 institutions interviennent, c'est les espaces naturels protégés. Sylvie de Toc, que fait l'OFB, par exemple, en ce moment pour les espaces naturels protégés? Alors l'OFB est On est entre nous, on oublie les micros, voilà, on est dans les canapés, à l'aise. L'OFB est un opérateur qui a en charge la gestion d'aires protégées. Donc en Bretagne, il y a deux sites emblématiques, hein, le golfe du Morbihan avec une réserve naturelle nationale de chasse et de faune sauvage, et puis le parc naturel marin d'Iroise. Et je vais m'arrêter un petit peu sur ce parc naturel marin d'Iroise et le rôle de gestionnaire que l'OFB le déploie. On est sur une zone entre Ouessant et Saints. On a 3500 km² d'espace marin, une biodiversité extraordinaire liée à des courants froids sur ce secteur-là, avec une richesse. Premier champ d'algues côtiers en France, des poissons, des crustacés qui nourrissent des grands dauphins, des phoques gris et une multiplicité d'oiseaux marins. Et sur ces espaces riches, l'ensemble des partenaires se met d'accord pour établir un plan de gestion. Et il y a une équipe dédiée qui est installée entre le Conquet et Douarnenez qui va justement déployer des actions pour mettre en place la connaissance qui va nous permettre de préserver ces milieux et ces espèces et surtout de permettre le développement des activités économiques tout en maintenant la biodiversité de ce secteur-là. Donc on a de l'expertise, de la connaissance, des actions de police de l'environnement pour pouvoir faire respecter les réglementations qui sont en place, mais aussi de la sensibilisation, et on est vraiment au cœur de ce qu'on fait aujourd'hui, montrer par l'exemple ce qu'on peut faire, démontrer, sensibiliser, partager avec les scolaires, avec tous les publics précis, et avec un mode de gouvernance particulier qui est le conseil de gestion. Et on a 49 membres qui recouvrent l'ensemble des usagers de cette zone qui, ensemble, prennent des décisions pour savoir comment on gère cet espace-là. Et le rôle de cette équipe, ils sont une petite trentaine sur ce petit espace, ça va être justement de mettre en place les actions nécessaires qui ont fait l'objet d'un consensus pour préserver ces espaces-là. Donc voilà, l'expertise au service de l'action pour un équilibre entre le développement et la préservation des milieux et des espèces. Et du côté de la région, Thierry Burlot, alors si je ne me trompe pas, on a 9 réserves naturelles régionales à ce jour, les espaces remarquables de Bretagne, et bientôt plus. Oh bah oui, et puis on aura, j'espère, 3 parcs naturels régionaux, puisqu'on a un 3e parc naturel qui est en cours d'élaboration. Et d'ailleurs, lors de notre prochaine session du Conseil régional qui aura lieu dans quelques jours, nous allons créer un syndicat mixte de préfiguration du parc naturel Rance-Côte d'Émeraude, qui viendra s'ajouter au parc naturel régional d'Armorique et au parc naturel du Golfe du Morbihan. 3 grands sites de France. Et puis, vous l'avez précisé, des réserves régionales. Moi, ce que je voudrais vous dire, j'étais à Chamonix lorsque le président de la République a précisé l'ambition de la France en matière de biodiversité et d'espaces protégés. Parce que je vous rappelle que la France, au niveau international, a fixé ses ambitions. Et au niveau international, avec les ultramarins, les territoires ultramarins, la France dispose de 10% de la biodiversité terrestre, ce qui est énorme. Et le président de la République a précisé dans son discours qu'il fallait qu'on multiplie par 3 en France les espaces sous protection. Ce défi, on ne pourra le réussir qu'avec les territoires et les acteurs des territoires. Donc si l'État a fixé des ambitions très claires, pour les atteindre, il faut une mobilisation des régions, des départements, des intercommunalités, des communes et évidemment des acteurs économiques, sociaux, environnementaux. Et c'est ça finalement l'ambition de la Bretagne. C'est d'être à la hauteur des ambitions de l'État, d'être à la hauteur des ambitions de la COP biodiversité
qui a fixé ce cadre. Et la région Bretagne, de par son patrimoine naturel, doit être à la hauteur de ces enjeux. Et bien sûr qu'on aura des espaces sous haute protection. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas oublier la biodiversité ordinaire qui elle, impacte tous nos territoires, quels qu'ils soient. Et l'ambition de notre région, c'est de faire de l'eau, de la biodiversité, du stockage de carbone, une vraie ambition dans nos politiques publiques. Et que ces questions environnementales ne soient pas perçues comme des contraintes, mais au contraire comme une ambition au service du bien-être et du bien-vivre de nos populations. Une ambition de l'État, Patrick Séage, disait Thierry Burlot, il y a des projets d'extension, je crois, des réserves naturelles nationales. Oui, alors effectivement, je crois que mes propos vont s'inscrire complètement de manière coordonnée, on va dire, avec l'intervention de Sylvie de Tocq et celle de Thierry Burlot. Effectivement, comme l'indiquait Monsieur le Vice-président, le Président de la République a donné des ambitions pour la France, avec la volonté d'obtenir 10% de zones de territoire en pleine naturalité. Donc ça ne se passe pas que dans les Outre-mer, ça se passe aussi, comme on dit souvent, ça se passe au pied de chez vous. Et donc la traduction en Bretagne, c'est que nous avons effectivement un réseau de réserves naturelles nationales, 7 réserves, et sur lesquelles on travaille actuellement à leur extension. Donc il y en a une dont Sylvie a évoqué le territoire en termes de gestion, qui se situe donc dans le parc marin d'Iroise, avec donc la réserve naturelle d'Iroise, donc aux alentours sur l'archipel de Molène. Donc là, il y a un gros travail qui est maintenant sur la fin, qui a résulté d'un très très gros travail de concertation. Comme l'indiquait Thierry Burlot, l'idée c'est bien d'avoir des réserves entre guillemets modernes, c'est-à-dire avec des niveaux de protection forts. S'il y a un label national, c'est parce qu'effectivement il y a des enjeux qui sont particulièrement forts et donc on va dire des mises de protection qui sont aussi à la hauteur des enjeux. Pour autant, le but du jeu n'est pas non plus d'exclure les gens qui, depuis des siècles et des siècles, travaillent et sont présents dans ces milieux et quelque part aussi contribuent aussi quelque part à ce qu'ils sont aujourd'hui. Néanmoins, les pressions évoluent, les pressions touristiques s'accroissent, la Bretagne devient un terrain de plus en plus prisé. Donc il faut que les réglementations évoluent en même temps. Et les extensions de réserves naturelles sont là pour ça, pour faire en sorte que durablement on puisse continuer collectivement à jouir de ces trésors de biodiversité. Donc j'ai pris l'exemple de l'archipel de Molène donc avec la réserve naturelle nationale d'Iroise, mais on a un travail similaire sur l'île de Groix. On en a un autre sur l'extension de la réserve des Sept-Îles, qui est une réserve mondialement connue, je pourrais dire, au moins pour les ornithologues. Je veux dire, c'est un hotspot, on va dire, de la biodiversité qui dépasse très très largement les frontières de la France. Donc on a aussi des débats localement avec les acteurs locaux, que ce soit les plaisanciers, les plongeurs, les différents usagers, les plaisanciers, parce qu'ils tiennent aussi à leur milieu. Voilà, donc tout ça, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir en bonne intelligence une extension pour avoir une préservation durable et efficace de ces milieux particulièrement riches. On a des problématiques similaires à terre, avec une problématique d'extension de la réserve naturelle nationale sur le Vennec, donc qui est une tourbière en plein centre Finistère, au pied des Monts d'Arrée. Voilà, et d'autres choses, donc ça c'est les extensions de réserves naturelles nationales, qui sont des choses bien identifiées en France, hein. Il y a un maillage de réserves naturelles nationales sur l'ensemble du territoire français, et des nouvelles mesures qui se mettent en œuvre maintenant avec les zones de protection forte en mer, donc qui vont venir enrichir, on va dire, ces palettes sur des espaces bien ciblés aussi, avec des mesures réglementaires qui vont se mettre là aussi en concertation avec les usagers de la mer, donc sur tout le pourtour du littoral breton, comme sur le reste de la France, et donc des travaux qui s'amorcent là actuellement et qui vont se poursuivre dans les mois à venir en termes de définition et dans les années à venir pour la mise en œuvre. Voilà, donc c'est un programme de longue haleine. L'État y travaille, il n'est pas seul, bien évidemment. Les précédentes interventions sont là pour montrer que c'est un travail d'ensemble avec tous les institutionnels, les milieux associatifs, l'ensemble des citoyens, les forces économiques de la région. Tout le monde a besoin d'être au rendez-vous et de tirer la charrue dans le même sens. Florent Wilbert, quel rôle de l'Agence bretonne de la biodiversité sur cette question des espaces naturels protégés ?
Justement, c'est tirer la charrue, comme le disait Patrick, c'est-à-dire que l'agence, elle a, ça ne vous surprendra pas, un rôle d'animation dans tout ça, en lien avec l'espace protégé. Ça fait penser notamment à 2 réseaux. Alors il y a un réseau qui a un nom un peu jargonneux, mais je vais quand même le dire, c'est le RGENB. Si vous ne connaissez pas, alors dans l'environnement... Je le prononcerai à plusieurs reprises tout à l'heure aussi. Voilà, en Bretagne, tout le monde le connaît quand on travaille dans l'environnement. C'est le réseau des gestionnaires d'espaces naturels bretons. Et en fait, c'est un réseau qui marche très bien depuis des décennies, en fait, entre assos, collectivités, enfin tous les gestionnaires d'espaces naturels, qui s'est formalisé il y a 3 ans en asso et qui, depuis quelques mois, désormais, est animé par l'Agence bretonne de la biodiversité. Donc animé, ça veut dire des journées d'échanges techniques, des événements, des formations et tout cela. L'autre réseau que l'Agence bretonne de la biodiversité anime, c'est en lien avec les aires éducatives. Et alors je fais une parenthèse sur les aires éducatives, si vous ne connaissez pas. C'est en fait, je dirais, dans le best-of du ministère de l'écologie. Les aires éducatives, c'est une reconnaissance de certains morceaux de territoire pour donc des espaces naturels, au départ marins, littoraux en tout cas, et qui permettent de faire de la pédagogie dans les écoles en particulier. Et donc il y a énormément maintenant en France d'aires éducatives marines, notamment en Bretagne, et ça marche tellement bien que le ministère décline ces aires en aires terrestres désormais. Donc d'ici quelques mois, en Bretagne, vous verrez éclore les aires terrestres éducatives. Et derrière ça, il y a encore un acronyme, je suis bien désolé, c'est le GRAEB, le Groupement régional des aires éducatives bretonnes, et qui est animé par l'Agence bretonne de la biodiversité aussi depuis quelques mois. Et il se trouve qu'on en parlera justement dans une table ronde en fin de matinée. Comme par hasard. Comme par hasard, voilà. Impossible de ne pas parler de financement sur cette année en plus 2020 très, très particulière. On connaît les inquiétudes notamment des acteurs de terrain. Quelle a été la tendance en la matière, Patrick CH, du côté des financements cette année ? Et écoutez, effectivement, comme vous l'indiquiez, comme le suggère le thème que vous amorcez, toutes ces évolutions que l'on est en train de décrire ne se font pas sans un minimum de moyens. Donc effectivement, donc sur la Bretagne, pour les moyens en matière de biodiversité ont été accrus significativement cette année, plus 11% de moyens pour les réserves naturelles nationales, par exemple. Des moyens en termes de personnes aussi, puisque, et ça là aussi, ça s'inscrit complètement en pleine complémentarité avec ce que vient de dire Florent Wilbert sur les aires marines éducatives et bientôt terrestres. Donc les réserves naturelles nationales ont aussi vocation à accueillir les scolaires, et donc ça fait partie aussi des rehausses de moyens qui ont été mises en œuvre dès 2020 pour pouvoir avoir de meilleures conditions d'accueil des scolaires dans le cadre, on va dire, de quelque chose qui est véritablement, on en a pris conscience, je crois, nous étions plusieurs à participer à la séance annuelle que tient le rectorat sur l'éducation à l'environnement et au développement durable, où on voit véritablement que côté rectorat, aujourd'hui, c'est vraiment les enjeux de biodiversité sont aussi pleinement assimilés, assumés, et ça fait vraiment partie des programmes des scolaires et non plus quelque chose qui vient se mettre en plus et à côté du reste, c'est vraiment intégré à tout le dispositif d'enseignement. Et ça, je crois que c'est un signe aussi, c'est un formidable encouragement pour tout le monde. Donc voilà, donc en termes de moyens, et bien évidemment le secrétaire général aux affaires régionales dans les propos introductifs a aussi parlé tout à l'heure de France Relance, donc du plan de relance pour accompagner, on va dire, le pays dans les difficultés du moment par rapport à la crise sanitaire. Donc 250 millions d'euros pour la biodiversité, de l'ordre de un peu plus de 8 millions d'euros normalement pour la Bretagne. Donc c'est des choses qui vont se mettre en place, qui vont concerner tout le monde. Nous avons d'ores et déjà fait un premier recensement au mois de septembre sur un certain nombre de projets qui pourraient être mis en œuvre assez rapidement. Il va y en avoir un autre, on va en lancer un autre prochainement, et ça va venir accompagner les appels d'offres qui sont aussi les appels de la manifestation d'intérêt qui sont aussi lancés, mais je pense que Sylvie y reviendra par l'Agence française de biodiversité. Donc voilà, oui, je pense qu'aujourd'hui, les moyens, c'est pas véritablement voilà, je vais peut-être être un petit peu trivial, mais c'est pas vraiment le problème numéro un. Voilà, il y a beaucoup de feux verts aujourd'hui, et le feu vert financier est là aussi. Où on en est, Sylvie de Toc, justement, de la coordination entre financeurs? Parce que c'est un enjeu aussi, il y a les montants, mais la capacité des financeurs à se coordonner
entre eux pour le plus de lisibilité possible et pour qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette. Oui, l'enjeu est immense puisqu'on a chacun autour de la table de quoi miser, je dirais, autour de la table de la biodiversité, avec un opérateur de l'État aussi qui est l'Agence de l'eau majeur. Donc on a l'habitude de se coordonner en Bretagne et dans le domaine de l'eau, parce que ça fait quand même 3 décennies au moins qu'on travaille tous ensemble. Donc cet état d'esprit collectif, de coopération, de coordination, donc tous ces mots au ensemble, d'intelligence collective pour aller plus loin tous ensemble, on le sait bien, on va peut-être plus vite tout seul, mais et la coordination, c'est vraiment ce qu'on a recherché depuis le début. Effectivement, des appels à projets nationaux que l'OFB pilote, décline en région, a nécessité la mobilisation du collectif régional. Et avec les départements notamment et l'Agence de l'eau, on a travaillé ensemble pour essayer de regarder comment on pouvait coordonner nos financements et les faire aller là où c'était nécessaire, là où les modalités d'intervention de l'un ne permettaient pas de tel type de financement. On a mobilisé un autre. Mais d'abord, auparavant, on s'est mis d'accord sur l'intérêt des projets qui étaient proposés et la volonté ensemble de les voir aboutir. Et c'est là que l'intelligence collective permet finalement de trouver des solutions pour avancer en coordonnant les financeurs. Donc un collectif régional, c'est majeur dans le dispositif pour la biodiversité et c'est vraiment un des attendus importants du collectif autour de l'ABB. Sur ce volet financement, Florent Wilbert, on sait qu'il y a de gros besoins d'accompagnement, d'ingénierie. Là, c'est vraiment un travail pour l'ABB. Oui, alors effectivement, l'aspect financier est très important pour la biodiversité en Bretagne, ce qui explique qu'au sein même de l'agence, donc nous avons un pôle de 3 personnes, dont la première est arrivée la semaine dernière, c'est vous dire si l'agence est encore en décollage, et donc un pôle de 3 personnes sur cette question-là précisément, le financement et l'accompagnement des porteurs de projets, ou plutôt je dirais l'accompagnement des acteurs bretons qui peuvent aider aussi les porteurs de projets. Donc un rôle vraiment de vue d'ensemble sur cette question-là et d'accélération de l'accompagnement. On a prévu aussi avec le collectif dont parlait Sylvie tout à l'heure, de lancer le mois prochain, en décembre, le comité des financeurs de la biodiversité bretonne, qui est en fait plus ou moins une place de marché, avec d'un côté ceux qui ont besoin d'argent, donc tous les porteurs de projets que par ailleurs on aura identifiés, captés avec les antennes de l'ABB et son réseau, et de l'autre côté ceux qui ont l'argent. Et le but étant de faire matcher les deux avec une idée assez forte de tempo commun pour que ce soit plus efficace pour tout le monde, c'est-à-dire pour les porteurs de projets qu'ils n'aient pas forcément à faire le tour des popotes, mais qu'ils s'adressent à un acteur et que derrière ils aient accès à toute une série de financements, et plus d'efficacité aussi pour les financeurs qui ne passent pas leur semaine à aller dans des jurys ici et là, mais que tout ça soit un peu synchronisé dans un tempo commun pour plus d'efficacité pour tout le monde et donc plus d'efficacité pour notre biodiversité bretonne. Thierry Burlot, Loïc Chenet-Girard parlait tout à l'heure du 1% pour la biodiversité et de la nécessité d'aller plus loin. Voilà, c'est ce genre d'outils qu'il faut inventer, réinventer là, pour vraiment redoubler d'efforts sur ce volet financier. Bien sûr. Juste vous dire qu'actuellement, on est en train de travailler sur la mobilisation des fonds européens. On travaille sur les maquettes et les orientations politiques. Et la région Bretagne a une responsabilité dans la préparation de ce travail. On a souhaité, pour la prochaine contractualisation avec l'Union européenne, flécher 25 millions d'euros sur la biodiversité dans la prochaine contractualisation. C'est un effort considérable, c'est un choix politique que l'on fait, parce qu'on considère que c'est une priorité. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut, aujourd'hui, alors que la région a une responsabilité forte, ça vient d'être dit, il faut savoir que la fiscalité dédiée au sujet est aujourd'hui départementale. C'est ce qu'on appelle la taxe sur les espaces naturels sensibles. Donc vous voyez, la région a une responsabilité, et ce sont les départements qui touchent la taxe. Et c'est pour cette raison qu'on a plaidé depuis le début à ce que les départements soient partie prenante de l'Agence bretonne de la biodiversité, parce que comme l'a fort bien dit Sylvie, c'est un travail collectif. Il faut que les départements, la région, l'État, l'Union européenne, tout le monde soit ensemble pour porter cette politique, au risque
sinon d'avoir de la dispersion. Sur le 1% biodiversité, on a proposé que dans tous les projets d'investissement à l'avenir, les collectivités territoriales qui seraient financées par le conseil régional puissent dégager le 1% biodiversité, comme il y avait le 1% culturel, pour proposer des actions en faveur de la biodiversité à travers ces projets. Et enfin, lors de la prochaine commission permanente qui aura lieu lundi prochain, nous allons créer un fonds biodiversité en Bretagne, fonds privé-public, qu'on va essayer de mobiliser à hauteur d'au minimum 200 000 euros par an, pour pouvoir soutenir le monde associatif autour de ces sujets. Ce que je voudrais dire, au moment où la Covid fait des dégâts terribles dans la population, des dégâts terribles au niveau économique. J'étais hier avec les acteurs de l'éducation à l'environnement pour discuter avec eux des difficultés liées à la fermeture de ces centres, par exemple. On doit être à la hauteur de ce qui leur arrive. Parce que comment imaginer avoir une politique de biodiversité en Bretagne si on ne soutient pas ces acteurs dans les territoires qui font de l'éducation à l'environnement? Donc ne jamais oublier que notre histoire, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce au monde associatif, grâce à Bretagne Vivante, à Eaux et Rivières de Bretagne, au groupe mammalogique breton, au réseau d'éducation populaire à l'environnement en Bretagne, bref, à tous ces acteurs qui ont su, à un moment donné, se mobiliser pour qu'on prenne conscience de la richesse de ce patrimoine, ne pas les oublier dans nos parcours financiers, ne pas les oublier dans cette politique que l'on doit définir et de leur donner toute la place à travers les outils qu'on va mettre en œuvre. Et encore une fois, et je terminerai par là, vous savez, aujourd'hui, tout est fait en matière de fiscalité locale pour encourager l'artificialisation des sols, pour encourager la consommation d'espace, et rien n'est fait finalement pour encourager la préservation. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'on renverse un peu la table au niveau national et qu'on soit capable d'encourager les territoires qui protègent au détriment des territoires qui consomment. Et quand vous faites le calcul de ce qu'on appelle par exemple la dotation globale de fonctionnement d'une commune, savez-vous que plus vous avez de population, plus vous avez d'urbanisation, plus vous avez d'intensification, plus vous êtes aidé. Et à l'inverse, vous avez des communes qui protègent pour le bien public, pour le bien commun, pour d'autres, et eux n'auraient que contraintes. Ben ça, c'est pas possible. Il faut que, si on veut réussir le pari de la biodiversité, il faut que la préservation de la biodiversité ne soit pas une contrainte, mais une ambition collective au service d'un bien commun. Et il faut que tous ceux qui travaillent autour du sujet, les agriculteurs, les collectivités qui acceptent la protection, les particuliers, puissent être à un moment donné soutenus dans cette démarche de préservation. Merci Thierry Burlot, merci Sylvie De Toc, Florent Wilbert et Patrick Ch.